Bonjour, il est des moments de notre histoire où l'on ressent le besoin de se recentrer sur l'essentiel, surtout lorsque l'on traverse une réelle crise de valeurs. Voilà pourquoi j'ai souhaité aujourd'hui vous inviter deux personnalités qui ont marqué chacune à sa façon l'histoire de notre pays et que j'appellerai les mères fondatrices. Bonjour, Madame Turkia Dadda, et merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Vous avez été successivement secrétaire général du ministère des Affaires étrangères sous le ministre Faham Dioul Mouknas. Vous avez également été directrice, je crois, la première directrice de l'ENA, qui est l'École nationale d'administration. Vous étiez membre de la commission de la fonction publique internationale des Nations Unies. Et le dernier poste que vous avez occupé, c'était à Bruxelles. C'était directrice générale de l'Institut international des recherches administratives. Vous êtes également, ça tout le monde le sait, l'épouse de Feu Abdallah Ould Dadda, le jeune frère du président Mokhtar. C'est un haut fonctionnaire mauritanien qui a été successivement ambassadeur à Paris, à Washington et New York cumulé. Ensuite, vous êtes rentré à Nouakchott où il est devenu ministre de l'équipement et après, il est revenu à Washington. Je vous renouvelle mes remerciements pour nous recevoir dans ce merveilleux décor. Je reçois également notre maman, Madame Aïssa Takan. Alors vous étiez là dès le début, comme à l'indépendance. Vous avez été la première femme ministre de Mauritanie, mais auparavant, vous avez fait votre école primaire à Boutilimite, ensuite le collège et le lycée à Saint-Louis, avant de partir à l'Université libre de Bruxelles. Vous avez fait vos études supérieures et ensuite retour à Nouakchott. À Bruxelles, je précise que vous avez été accompagné, que vous accompagnez plutôt votre époux, Mokhtar Touré, qui est l'un des fonctionnaires internationaux les plus réputés de ce pays et qui est l'un des pères fondateurs alors pour le coup de l'Union européenne, puisqu'il a assisté à la ratification du traité de Rome et plus tard à la naissance de l'Union européenne. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une émission comme les autres. Donc on va fouiller dans nos mémoires les anecdotes, l'histoire de ces pays naissants. Et je commence par vous, Madame Turkia Dadda. Vous êtes venue dans ces pays la veille de l'indépendance, le 28 novembre. Vous étiez trois en arrivant de Paris, Ahmed Ould Sidi Baba, vous et votre époux. Tout à fait. D'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté de faire votre émission chez moi, parce que je pense, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses agréables et belles, et je dois dire que ces choses belles et agréables, pour moi, sont la Mauritanie et représentent la Mauritanie, et je suis heureuse de vivre dans un cadre de vie qu'on apprécie et qui est mauritanien. Oui, effectivement, ce pays où je ne suis pas née et que j'ai adopté très rapidement, j'y suis venue pour la célébration des fêtes de l'indépendance. Comme vous avez dit, avec Marhoum Abdallah Ould Dadda et Ahmed Sidi Baba, nous étions tous des étudiants. Je ne sais pas si je dois vous dire un mot de cette célébration qui était très, très émouvante. Et elle avait lieu d'ailleurs dans un grand, je ne sais pas comment appeler ça. Un hangar. Un hangar, Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu, J'ose pas dire hangar, qui est maintenant la maison, le lieu où on met les archives. Et où j'ai travaillé pour préparer le livre sur Nouakchott, sur les 50 ans de Nouakchott. Et je suis arrivée dans un pays où il n'y avait rien. Il y avait 2 ou 3 maisons. Mais il y avait des panneaux qui annonçaient les constructions en cours ou futures de la capitale, de la jeune capitale. Donc on se balade dans Nouakchott et au lieu de voir le ministère de la Justice, on voit un panneau. On voit ici ministère des Affaires étrangères, la finance, la santé, enfin, etc. On marche dans le sable et il n'y a pas de végétation visible, parce qu'après j'en ai vu, mais il n'y a pas. Et pour moi, il n'y avait pas de végétation, donc il n'y a pas d'oiseaux. Et je peux vous dire que la première impression, c'était une impression un peu inquiétante. D'ailleurs, j'étais avec les étudiants, je dormais dans une pièce en construction. Il n'y avait ni porte, ni fenêtre, ni lavabo, ni miroir. Il y avait pour de l'eau une jeune courante femme qui avait apporté des vêtements pour l'indépendance du pays où elle allait vivre. Mais enfin, parlons-le. Alors, ce que je retiens, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est lorsque la célébration, la prononciation du discours de l'indépendance par le président, Mokhtar Ould Dadda Yarahmou. Et naturellement, à la fin de son discours, il a mentionné l'Algérie en lutte pour l'indépendance. Devant Michel Debré.
devant Michel Debré et devant des militaires qui avaient fait la guerre, qui avaient torturé des gens, etc. en Algérie, mais qui étaient là parce que c'était la délégation française. Et je me souviens, il a dit, au moment où nous célébrons notre indépendance, nous avons une pensée. Bon, je me suis mise à applaudir comme une folle, ils avaient le militaire derrière. Bon, ensuite, nous avons les étudiants distribuer des tracts, mais des tracts avec l'accord d'ailleurs du gouvernement mauritanien de l'époque, mais c'était des tracts justement qui parlaient de l'indépendance de l'Algérie aussi. Ce n'était pas moi qui les avais rédigés, mais les étudiants étaient très solidaires, et d'ailleurs la Mauritanie tout entière, des Algériens en lutte pour leur indépendance. Et au moment où moi j'étais en train de distribuer, un militaire français est venu m'arrêter. Et je criais, non, c'est fini, on est indépendant. On m'a parlé de cette histoire qui a d'ailleurs été embellie dans l'imaginaire collectif mauritanien, où on a dit que vous aviez giflé un militaire français. Non, je ne l'ai pas giflé, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est les Mauritaniens de l'époque, des gens, des notables qui venaient de la brousse, sont venus entourer ce monsieur, m'ont tiré, parce qu'il me tenait. Et donc, je considère que j'ai fait une entrée fracassante dans l'histoire de la Mauritanie. Voilà. Vous, Madame Khan, vous êtes arrivée plus tard en 61 pour la première fois et vous arrivez de Bruxelles. Donc, j'ai bien dit, avant, vous avez fait Boutilimite Saint-Louis, ensuite, vous êtes parti à Bruxelles et vous êtes venu en Mauritanie. Première impression, la Nouakchott 1961. Je vais rectifier. J'ai fait l'enseignement primaire et secondaire à Ndar, Saint-Louis, capitale de la Mauritanie et capitale du Sénégal. Mais à Boutilimite, déjà, il y avait 2 filles qui étaient en même temps que moi à l'école primaire. Elles ont réussi le concours d'entrée en 6e. Lesquelles? Khadjetou Mintou Harma et Mounminine Sidi. C'était la première épouse de Sidi, qu'on appelait Sidi de Idini. D'accord. Et ensuite, vous êtes rentré alors ensuite, tu sais, comme je dis toujours, quand quelqu'un a dit « c'est impressionnant d'être très connu », la personne a répondu « ce qui est impressionnant, c'est le nombre de personnes qui ne nous connaissent pas ». C'est pourquoi donc j'ai rajouté un peu sur ma présentation. Je suis née et j'ai grandi à Dar el Barka et toute mon adolescence à Andar, Saint-Louis du Sénégal. Dar el Barka ou Brakna? Dar el Barka, Brakna. Dar el Barka, jumelle de Boutilimite. Dar el Barka, lien de parenté avec la famille Ahmedoul Deman. Je vous ai dit tout à l'heure, parce que les 2 sœurs, l'une a été chez les Halpoulars, Bouli, et Ndjembot est venu sur Mohamed Lahbib à Meder Dra. Vous êtes revenu beaucoup plus loin que ce que je souhaitais. Oui, alors, ce que je dis, il y a un grand nombre de personnes qui ne nous connaissent pas. Je suis allée à une conférence internationale où Khan n'était pas connu. Parce que le modérateur m'a interpellé en me disant « Madame Kane ». Je n'ai pas réagi parce que peut-être qu'il y avait une Madame Kane dans la salle. Sira de Diallo, que vous avez dû connaître. Elle me dit en poulard, « Quoi, Anne? C'est toi ?» D'accord. J'ai dit « Monsieur, j'appelle K-A-N-E. Il n'y a ni accent circonflexe, il n'y a pas d'accent grave, il n'y a pas d'accent aigu. » Et je l'ai rapporté à Dar el Barka que je suis venue dans un pays où Khan n'est pas connu. Donc, ça joue ça à la présentation. Donc, ça existe, oui. Des pays où Khan n'est pas connu. Voilà. Oui, parce que on est connu de son milieu. Exact. Et alors, si je te dis, quand je suis arrivée à Nouakchott, c'est historique. Parce que quand il y a eu l'indépendance, Makhtar, Tokoro de l'ordre Makhtar Indépendance, a été invité à Paris. C'est lui qui nous a ramené tout ce qui a été distribué et qui célébrait l'indépendance. Et Turquet a fait le récit parce que quand il est venu, il m'a raconté, il m'a dit, tu vas avoir une homologue, une collègue, parce que j'ai milité PAI, j'ai milité indépendance. Bien. Alors, je suis, comme tu l'as indiqué, je n'ai pas besoin de dire ce que j'ai fait à Bruxelles. Je suis revenue. Petit avion de Dakar, s'appelait DC-3. J'ai atterri à Kaïdi, puis retour sur Nouakchott. J'ai été accueilli par qui? Mohamed Khayar. Le maire de Nouakchott. Premier maire de Nouakchott.
il avait l'escale de l'avion qui m'a amené, c'était pas Air France, c'est UTA. Il m'a accueilli, il y avait un hangar, il était sous le hangar parce que l'hangar était l'entrée de la salle. Ça ne pouvait pas s'appeler salle d'honneur, c'était une pièce où on accédait pour sortir de l'aéroport. Je suis arrivée à Nouakchott, j'avais l'âge de mes petits-enfants, parce que j'avais 22 ans. J'étais accompagnée de 2 enfants que vous connaissez. Deux enfants. Lui, Laura avait 4 ans et Ndiak en avait 2. Ça ne nous rajeunit pas. On a aimé Nouakchott, mais je me plaignais. Il y avait tellement de poussière. Toute la journée, le chiffon pour enlever la poussière. Et comme j'ai l'héritage des globes oculaires des Cannes, j'étais mal foutue parce que j'avais tout le temps du sable dans les yeux. J'ai rendu visite sur son invitation à Makhtar Ould Daddah. Dès votre arrivée? Dès mon arrivée. Alors, il paraît que la présidence était très accessible. On rentre quand on veut. Vraiment. La porte est ouverte, on tape à la porte. Parce que quand il est venu, le premier logement de Ould Daddah, c'est des maisons blanches qui faisaient face au bloc. C'est sa première maison. Je suis né là-bas. Ça y est, tu as vu. Donc, il a habité là-bas, et il a continué son bureau, le hangar. Le hangar, c'était l'Assemblée nationale. L'Assemblée était construite, et c'est devenu l'école de l'Assemblée en face de l'actuelle Assemblée. Qu'est-ce qu'il vous a dit la première fois que vous a vu le président Makhtar? Tu sais, il est très traditionnaliste. Il s'est rappelé des liens entre Boutilimit et Dar el-Barka et l'amitié de mon père Mamdia avec Mohamedan. Il y a toute une histoire. Mohamedan, son papa. Mohamedan, son papa. J'ai dit à la partie de mes téléspectateurs qu'il est Mohamedan Ould Daddah, parce que c'est le grand-père qui s'appelle Ould Daddah. Avant, on les appelait Ould Mohamedan, mais vraiment le patronyme Daddah, c'est attribué. Tous ils sont des Ould Daddah, y compris le baron qu'on a cité tout à l'heure. Le baron, c'est Abdallah Ould Daddah. C'est comme ça qu'elle appelle votre feu. Et le hangar a habité, au lieu que les gens soient sous la tente pour le conseil des ministres, ils pouvaient avoir le conseil des ministres sous le hangar. Sous le hangar. Turquia, lorsque vous étiez au ministère des Affaires étrangères, même époque, vous êtes arrivé, comme votre arrivée sous le hangar de l'indépendance, c'était une arrivée pour le moins détonnante. Oui, je voudrais vous dire que j'ai été la première surprise à être nommée parce que j'étais professeure, mais je le sais pourquoi, parce qu'au préalable, nous venions de New York. Abdallah était chef de mission et moi j'ai toujours été déléguée. Et figurez-vous que j'ai présidé une commission de l'Assemblée générale, la 3e, et je suis très fière. Aucun Mauritanien jusqu'à ce jour n'a jamais présidé une commission de l'Assemblée générale. Et j'avais été très ferme, très respectueuse de la réglementation. Bon, bref. Et le secrétaire général Outante a été impressionné par ma performance et il est venu juste après en Mauritanie. Et premier discours, il a fait des compliments tellement extraordinaires de moi, ma petite personne, que ça a dû un petit peu impressionner Hamdi ou Manaraf. Et on n'avait même pas de logement, on venait de rentrer. Hamdi El-Mouknas, ministre des Affaires étrangères. Oui, on était en train de déjeuner chez le président Mokhtar et j'entends le conseil des ministres, là, les résultats du conseil, on dit, secrétaire général, Turquia Daddah. Alors moi j'ai dit, devant Mokhtar, j'ai dit, quelle plaisanterie, mais comme ça. Devant le président. Oui. On ne plaisante pas avec, il est très sérieux, on ne plaisante pas avec les affaires de l'État. Et Abdallah Ould Daddah, était au conseil, mais il ne m'a pas dit. Je ne savais pas, j'ai entendu là. Il n'a pas à vous le dire, c'est les délibérations du Conseil des ministres. Voilà, après je suis allée au ministère, mais je voudrais vous raconter ça parce que c'est symptomatique. Moi, ce que je voudrais que vous me racontiez, c'est ce qui s'est passé avec les ambassadeurs qui allaient au ministère du Budget et où les règles de l'administration n'étaient pas réellement respectées. Le ministère n'était pas véritablement géré. Et donc, les ambassadeurs
était libre, venait quand il voulait, partait quand il voulait, etc. Ils ne demandaient pas l'autorisation. Ils achetaient, comme ils avaient des budgets, ils achetaient leurs billets. Et surtout, ils allaient négocier directement leur budget avec le ministre des Finances. Et moi, je trouvais ça tout à fait scandaleux. On ne peut pas avoir la même allocation pour Bamako que pour Washington. C'était selon la voix de celui qui allait négocier, de son origine, etc. etc. Ça n'avait rien Sa position politique. Voilà, exactement. Et alors, je me suis dit, alors j'en ai parlé un petit peu au ministre, et alors, il a compris quand je lui dis, vous êtes un homme politique, monsieur le ministre, le budget, c'est un outil, c'est un moyen. Et alors, vous, votre outil, votre moyen, vous ne le connaissez même pas et les gens l'utilisent au détriment de ce que vous voulez faire pour la Mauritanie. Ah, ça l'a interpellé. Interpellé, et nous avons établi des règles, des critères pour allocation des budgets, etc. Un ambassadeur ne quitte pas son poste s'il n'est pas convoqué. Ne quitte pas son poste s'il n'est pas appelé et en consultation. Et s'il a des problèmes personnels à régler, il demande l'autorisation et il achète son billet. Lorsque c'est personnel, c'est lui qui paye. Lorsqu'il est convoqué, c'est l'État qui paye. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis au bout de 2 ans, j'ai démissionné. Parce que bon, c'était beaucoup de travail, etc. Donc j'ai démissionné. On ne m'a pas chassé. Et quelques temps après, je voudrais vous raconter, je rencontre un ambassadeur, c'était Yacoub, Allah yarhamou. Yacoub. Je le vois là dans un carrefour, là, comme on fait en... Il était ambassadeur en Espagne. Ah, il était en Dakar. Au Sénégal. Je lui dis, salam, Yacoub, tu es où le workshop? Vous lui demandez, Yacoub, vous êtes venu à Nouakchott? Il vous a dit, heureusement, vous êtes parti. Parce que si vous étiez là... Non, il ne viendrait pas comme ça. Peut-être que, j'en sais rien. Non, mais il vous taquine. Voilà. Non, il me taquine. J'avais compris. Oui, c'était une autre époque. C'était une autre époque. Aïssata, vous rencontrez Mokhtar, vous devenez un courant féministe à l'intérieur du PPM, vous adhérez au PPM, vous avez fait partie du PPM. Ah, voilà. Votre nomination? J'ai adhéré au PPM, mais après plusieurs péripéties. Parce qu'au début, j'avais suivi un groupe que vous connaissez. Oui. Mohamed Cheikh. Tout à fait. Absolument. Un certain Fadel et Dogui. Et après, vous avez fondé l'Union nationale des femmes de Mauritanie. Voilà, donc je les avais suivis, ils étaient à l'opposition. Donc ma première militantisme, c'était l'opposition contre Ouldada. D'accord. Et j'ai été grondée par mon père qui me dit, les garçons, c'est leur affaire, mais toi, tu es ma fille, une héritière. Je ne veux pas que tu quittes le fils de Mohamed. C'est ce qui fait que Mokhtar et moi, on a lié une parenté, plus qu'une amitié et plus que le fait que je sois compatriote. J'ai milité immédiatement dans le parti. Mais je vous dis que le parti du peuple mauritanien est cadette. Et le cadet de l'Union nationale des femmes de Mauritanie. Nous nous sommes créés, Yarhamou Mariamitou Hamdinou, c'est elle que nous avons choisie comme première présidente. Et les femmes qui nous ont aidés étaient venues avec la délégation tunisienne. Elle s'appelait Sada Sassi. Et on a appris qu'elle était nièce à Bourguiba. Donc on a installé... Et donc vous adhérez au PPM, et quand est-ce que Mokhtar va vous nommer? Alors, j'ai adhéré au PPM, pas au début, hein, en 64. En 64. Le Conseil supérieur des femmes a été désigné et la brillante et remarquable présidente était Mariam Dada. Je vous ai donné la liste des premières femmes qui ont été nommées dans le Conseil supérieur. On la passe à l'image. Oui, alors j'ai appris à militer. On avait des réunions, on devait éduquer. C'était des réunions d'éducation. Pas de gavage et la fréquentation scolaire féminine. Vous avez d'ailleurs conditionné les allocations versées aux familles par le fait d'inscrire les filles à l'école. Alors, on a dit, on ne dit rien, parce que les gens avaient accepté la scolarité des filles. Pas trop. Et si la famille a accepté, c'est en attendant de trouver un prétendant. Là, c'est l'époque où vous étiez ministre de la protection de la famille et des affaires sociales. Oui. Alors, mais vous ne m'avez pas parlé des conditions de votre nomination. Vraiment, je ne sais pas.
J'ai été nommée, est-ce que c'est parce que je suis femme ou parce que je suis homme, je ne sais pas ce que j'étais. Mais en tout cas, Mais comment vous l'avez appris? Alors, c'est une histoire. On a voyagé, j'ai représenté les femmes dans une délégation qui allait chez Idi Amin, Ouganda. Et Takhtoul Sidi m'a dit, le président te reçoit. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais attendre? Je viens, il se rappelle, demande les nouvelles de la famille, des enfants, tout ça. Son père était décédé, mais mon père était vivant. Il l'appelait Baba. Alors il m'a dit, il ne m'a pas dit je te nomme. Il a parlé au futur. Il m'a dit je te nommerai ministre. Et c'était un événement historique puisque c'était... J'ai dit, monsieur le président, je ne peux pas vous dire que je ne suis pas contente, mais quelle va être la réaction de nos compatriotes? Il n'y a jamais eu de femme ministre dans toute l'histoire du pays. Dans toute l'histoire du pays, mais il y a eu de grandes dames. Je sais. Les maires de ces chefs, les maires de ces chefs de canton, c'était de grandes dames. Je sais. Et pendant 3 mois, la nomination n'a pas intervenu. Je sais pourquoi. C'était pour savoir si les langues des femmes. J'étais tous les jours... C'était pour tester votre discrétion. Je n'ai informé personne. Et même avec Mariam Dada, avec qui j'étais quotidiennement ensemble pour travailler pour les femmes. Ah, je suis restée, je n'ai pas voulu. Mais mon époux, qui est très curieux de savoir qu'est-ce que... Mokhtar Touré. Mokhtar Touré. Alors j'ai dit non, je ne parle pas de... On va regarder quelques images de ce Nouakchott bucolique et ensuite une interview courte du président Mokhtar. L'interview a été réalisée dans les derniers mois précédant l'indépendance de notre pays. A tout de suite. C'est facile à voir, la Mauritanie compte la moitié d'un habitant au kilomètre carré. 2 fois plus grande que la France, mais 65 fois moins peuplée qu'elle, pont qui relie l'Afrique noire à l'Afrique du Nord, la Mauritanie est cette grande tache claire. Si nous avons choisi de vous présenter aujourd'hui la Mauritanie, c'est que cette république est le plus ignoré et le plus jeune des États membres de la communauté qui ont tenu leur second conseil exécutif à Paris cette semaine. Entre le Sahara et son pétrole, le Sénégal et ses arachides, la Mauritanie n'a qu'un espoir, le fer, encore inexploité. Une seule richesse à côté de l'élevage, le mil, qui pousse en abondance sur la rive droite du Sénégal. C'est ici le grenier de la Mauritanie. Mais le gouvernement de la jeune République islamique n'a pas voulu s'installer dans ce quartier riche. La Mauritanie dans son ensemble est un désert, sa capitale doit donc s'y trouver. La voici. C'est Nouakchott. L'eau est à 70 km d'ici. Nous suivons en ce moment le chemin que prend le président du Conseil lorsqu'il se rend à l'Assemblée nationale. Les bâtiments devant lesquels nous passons sont les ministères. Dans cette 2 chevaux, le président du Conseil, M. Mokhtar Ould Daddah. L'Assemblée nationale, c'est aussi l'école. Défense de venir causer dans le ministère, recommande le ministre de la Santé qui habite dans son ministère comme les autres ministres.
la présidence du Conseil, où travaille et habite M. Mokhtar Ould Daddah et où il nous a reçus. Monsieur le Président, quelques secondes de biographie, si vous permettez. Vous êtes né en 1924 à Boutilimit. En 1957, vous êtes élu vice-président du Conseil du gouvernement mauritanien et depuis, vous êtes le plus jeune président du Conseil du monde. Première nouvelle. En 1954, en fin 1954, à la faculté de droit de Paris, vous avez rencontré une jeune étudiante, mademoiselle Marie-Thérèse Gadrois, et au mois de novembre de l'année dernière, vous l'avez épousée. Exactement. Madame, lorsque vous êtes arrivée à Nouakchott, il y a 4 mois, vous quittiez le 14e arrondissement à ce moment-là. Exactement. J'ai quitté le 14e arrondissement et pendant à peine une semaine, enfin j'ai presque minuté, à peine une semaine, j'ai eu cette impression, enfin c'est désagréable d'être parachuté dans le vide. Mais au bout d'une semaine, cette impression s'est dissipée. Vous êtes adapté facilement, oui. Il y a une sorte de contact enfin qui a été établi et ça a été depuis, c'est parfait. Vous avez découvert ce pays maintenant? Découvert, c'est beaucoup dire. Enfin, j'ai fait un voyage dans le Nord, mais je ne le connais pas encore très bien. J'ai découvert, c'est peut-être son aspect mystérieux. Enfin, le soir notamment, si nous nous sommes promenés. Mais on ne voit que le ciel ici. Oui, on ne voit que le ciel et le sable. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Rien. Absolument rien. Monsieur le Président, quelle doit être la place, le rôle de la Mauritanie dans la communauté? Et j'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure de désert, la Suisse africaine. Mon plus vif désir, mon plus ardent désir, et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain, de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe. Monsieur le Président, votre pays aujourd'hui est un désert pratiquement. Comment voyez-vous la Mauritanie de demain? Voilà la Mauritanie de demain, un pays moderne. Bienvenue au débat du Sahel délocalisé exceptionnellement chez Madame Turkia Daddah et dans la maison de Fa'Abdallah Daddah. Turkia Mokhtar, le président Mokhtar parle de la Suisse africaine. Il parle de ce qu'il souhaite faire pour la Mauritanie. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que... Où est la Suisse africaine? C'est ce que je veux dire. Il est où mon passeport suisse? Il a rêvé, mais il a rêvé pas comme un poète seulement, il a rêvé comme quelqu'un qui peut prendre des décisions et il a mis, je peux vous le dire, qu'il a mis la Mauritanie sur le chemin pour atteindre, je ne sais dans combien de temps, mais pour atteindre la Suisse africaine. Et je peux vous dire que moi, j'ai été fonctionnaire à cette époque-là et tous, nous avions l'impression que nous étions des pionniers. Nous travaillions dans des conditions difficiles, mais avec une conviction parce que l'exemple venait de haut. Mokhtar était très sévère. Donc il n'y a pas de régime d'exception? Il n'y a pas d'exception. Vous étiez l'épouse de son petit frère et pourtant il n'y a pas d'exception? Non, oh là là, au contraire, nous devions donner plus parce que nous étions de la famille, bien plus. Et nous vivions dans une grande austérité que nous acceptions. Vous savez qu'on n'avait pas le droit d'avoir un climatiseur. Il n'y a pas de climatiseur. Il n'y a pas de climatiseur. On m'a dit parfois un ventilateur. Non, un ventilateur, on avait le droit. On n'avait pas de grandes indemnités pour payer l'eau, l'électricité. Ahmed Ould-Sidibab parle, quand il a été nommé directeur de l'enseignement supérieur, il dit qu'il avait 18 000 ouguiyas. Pour donner une idée, un mouton coûtait 200 ouguiyas. Oui, écoutez, moi, mon salaire à l'École nationale d'administration, c'était un petit salaire. Et je vous dis très franchement, on ne pouvait pas partir en vacances. Impossible. D'ailleurs, moi, j'étais en révolte un peu. Je disais, mais enfin, moi, je n'ai pas travaillé. Je ne viens pas d'un pays où il y a des arbres, des fleurs, etc. pour rester ici tout le temps et ne pas partir en vacances. Et votre famille n'est pas là? Mais c'était pas, oui, mais c'était comme ça. Et nous l'acceptions. L'ENA, donc, où il y a eu des générations de fonctionnaires qui ont été formés, vous avez eu des gens oui. qui sont maintenant au premier plan, par exemple? Le prochain, un candidat
parmi les Sidi Mohamed futurs Boubacar. présidents, Sidi Mohamed Boubacar, qui était, je ne vais pas faire de la publicité pour lui, mais c'était un brillant élève. Et j'ai eu de brillants élèves qui ont beaucoup travaillé, que j'ai beaucoup aimé, avec qui j'étais très sévère, mais qui acceptaient la sévérité parce qu'elle les servait et ils étaient des patriotes. Mais Turkia, je ne veux pas dépasser les limites de la bienséance, surtout que je suis chez vous et chez moi aussi, mais il y a quelque chose qui n'a pas marché. La guerre du Sahara et la sécheresse n'expliquent pas tout. À un moment donné, votre génération a failli. Moi, je pense que le développement s'est arrêté, je n'hésite pas à le dire, c'est avec l'arrivée des militaires. Les militaires dont on a besoin sont faits pour la sécurité, pour garder les frontières, etc. Mais en tout cas, leur point de départ pour gouverner n'a pas été évident. Ça, c'est une réalité, on ne le dit pas. Mais il faut le dire. Il faut le dire. D'ailleurs, eux-mêmes en sont conscients. D'ailleurs, notre président actuel, il a voulu devenir civil pour gouverner la Mauritanie. Et voilà. Et il s'est limité à 2 mandats. Et il a accepté. Donc, je ce lui qui rends consacre hommage une alternance. d'avoir accepté de respecter la Constitution. Et de transmettre le Voilà, flambeau oui, à un président. à celui qui sera élu. C'est d'ailleurs une première dans l'histoire de notre pays qu'un président élu cède le pouvoir à un président qui sera élu. Tout à fait. Effectivement. Oui. Revenons donc à cette période où vous étiez pionnier. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Oui, Vous étiez ministre de 1975 jusqu'au coup d'État. Oui. Et j'étais rang de ministre de 68 à 78. De 68 à 78. 10 ans. J'avais un rang supérieur au rang de ministre dans la préséance. D'accord. Le coup d'État. Alors, je n'aime pas parler de ce coup d'État. D'accord. Parce qu'il y avait déjà eu des coups d'État, dont celui de Kwame Nkrumah, Ghana. Mais vraiment, je ne voyais pas raison du coup d'État. Parce que Makhtar, il a accepté de nationaliser Miferma. C'est sur la demande de... Il a créé l'Ouguiya. Oui, il a créé l'Ouguiya. Et Makhtar était très près du peuple. J'ai amené mon père malade à l'îloté, monsieur Kim d'ailleurs, il a rendu là, plusieurs mois après. Makhtar est venu dîner. Il venait dîner chez une famille et il ordonnait ce qu'il veut manger. Il venait vous inviter chez vous? Alors, il s'est invité, je l'ai invité. Et mon père était dans la maison, il était quand même un peu malade. Makhtar a demandé à le saluer, je l'ai accompagné. Ils ont échangé la jeunesse et tout ça. Et après, mon père regarde Makhtar bien en face. Il lui dit, Makhtar, ne faites pas la guerre. Quelle année? 76, il est venu saluer mon père et le coup d'État est 70. Il lui dit, je te préviens, la guerre des Arabes, ou une guerre où les Arabes sont mêlés, se compte par décennies. Et c'est rare de voir quelqu'un qui a assisté au début de la guerre des Arabes, où ils sont mêlés, et voir la fin. Makhtar s'est tué un moment après, il dit, Baba, nous ne faisons pas la guerre, nous défendons le pays. Après, je suis sortie parce que j'ai été appelée dehors. Je ne sais pas comment s'est terminée la conversation, mais en tout cas, j'ai assisté à cet échange mis en garde. Ne faites pas de guerre. Ne faites pas de guerre. À ce sujet, moi, je voudrais quand même me compléter. Donc, la guerre du Sahara et la sécheresse, etc., sont des causes importantes dans ce qui est arrivé dans l'histoire de la Mauritanie. Mais moi, j'ai eu et je garde une très grande admiration pour le premier président, c'est le père de la nation. Mais il faut quand même reconnaître qu'il est resté au pouvoir presque 20 ans. Et il avait un parti unique ouvert où on échangeait, on dialoguait, mais c'était un parti unique. Donc, les choses, il faut pas rendre tout rose d'un côté et rendre tout sombre. Je suis d'accord avec ce que j'ai entendu dans le discours d'investiture du candidat Mohamed Ghazouani. Oui, c'est ça, où il a reconnu la contribution de tous les chefs d'État, de présidents,
en disant ils ont fait des bonnes choses, et c'est pourquoi l'État existe et que nous sommes là, mais ils ont eu leurs lacunes, leurs manques, et c'est pourquoi il nous reste des défis à relever. Donc ça, c'est très important. C'est très complexe, et ce que je voudrais, moi, ce que je souhaite, de toute façon, à mon âge, c'est qu'on connaisse l'histoire et qu'on la présente telle qu'elle est. C'est un devoir que nous avons à l'égard de la jeunesse mauritanienne qui a le destin de la Mauritanie en main très maintenant et très prochainement. Donc revenons à notre cheminement historique. Comment vous l'avez vécu, vous, le coup d'État? Vous étiez à quel poste quand le coup d'État a eu lieu, j'étais directrice de l'ENA. D'accord. Et quelqu'un que je connais bien, je ne peux pas le nommer, un ministre m'a convoqué pour que je fasse entrer à l'ENA quelqu'un, je ne sais pas si c'était un parent ou quelque chose, je n'en sais rien. Et j'ai répondu, mais non, ce n'est pas possible, pour entrer à l'ENA, il faut toutes les conditions réglementaires. Il m'a dit, mais maintenant, nous, tout ça, ça n'existe plus. Ah, c'était après le coup d'État? Après le coup d'État. Non, donc c'était un changement, la situation n'était pas drôle, n'était pas brillante, il y avait plus d'argent dans le budget, nous vivions une situation difficile, il faut reconnaître. Et bon, coup d'État, mais en fait, ça ne nous a pas étonnés parce qu'il y a eu des coups d'État partout en Afrique. C'était l'époque. Un de plus, c'était l'époque, c'était un de plus. Et moi, j'ai continué mon travail. On m'a enlevé ma voiture parce qu'on nous a enlevé les voitures. Mais je ne me laisse pas faire. Je suis allée réclamer. J'ai dit, moi, je ne peux pas marcher de chez moi tous les jours, etc., sous le soleil. Si je n'ai pas de voiture, il n'y a pas de transport en commun. S'il y en avait, je les prendrais, mais alors on me l'a rendu. Mais j'ai continué mon travail normalement. Vous, après le coup d'État, vous étiez devenue consultante internationale, notamment à l'ONU. Et ensuite, vous avez présidé un certain nombre d'organismes internationaux, dont l'Union internationale des organismes familiaux, l'Organisation panafricaine de la famille et l'Association internationale des femmes francophones, poste que vous occupez toujours. Oui, mais il faut ajouter qu'en Mauritanie, j'ai aussi eu l'honneur, et peut-être c'est une chance, de créer et de présider 2 associations. L'Association pour la protection de l'environnement, c'est parce que j'ai vu que l'environnement, la flore est en train de disparaître. Il faut être, parce que moi je suis rurale. Je suis la première personne à être dans une ville. Tout le monde est au village. Mais quand je venais là-bas, je voyais la façon dont les filles, la plus adorée pour être mariée, c'est celle qui ramenait de la nature beaucoup de gros fagots. Alors tout est en train de partir. J'ai créé cette association en 1992 et j'ai eu l'honneur d'aller à Rio et d'avoir été invité au Brésil. Le Premier ministre Sidi Mohamed Boubacar, il est venu représenter la Mauritanie. Beaucoup de pays avaient été au rang de chef d'État. La Mauritanie de Maoué l'a envoyé. Alors, ils m'ont demandé, Babacar Ndiaye que Turquie a dit connaître de la BAD. Ils sont venus me dire, tu vas signer la charte de la terre au nom des femmes. La photo est avec moi dans ma maison. Magnifique. J'ai créé aussi parce que l'enfance me préoccupait. Bien que quand ça s'est créé en 1994, moi je n'avais plus d'enfants, hein. Ils étaient tous adultes. Ils sont partis, je suis seule. Bien, donc 2 associations mauritaniennes. Protection de l'environnement pour l'enfance. C'est votre fibre écolo et votre fibre... Voilà, mais je dis quelque chose sur l'enfant. Vous savez, il faut mettre l'accent et les actions et les activités sur les jeunes gens. Tu sais pourquoi je dis jeunes gens? Parce qu'on a l'impression en Mauritanie, quand on dit jeunesse, c'est les garçons. Non, jeunes gens, ça veut dire jeunes garçons, mais jeunes filles. Et l'autre jour, j'ai dit à la clôture au Centre culturel marocain, les jeunes gens... La clôture de la semaine de la francophonie. Oui, jeunes gens, je vous mets en garde. Ne faites pas subir aux jeunes filles
ce que les hommes ont fait subir à nous les femmes. Malheureusement, le temps est très court Ouais. et notre émission arrive à son terme. Je vais, mesdames, vous donner l'occasion chacune de conclure. Turkia Dada, si vous avez un dernier mot à ajouter. Je sais que vous avez un souhait, on se connaît, que certains endroits symboliques soient reconnus. Moi, par exemple, en tant que journaliste, il y a un endroit auquel je tiens particulièrement, c'est l'endroit où un journaliste mauritanien s'est assis pour la première fois et il a dit ici Nouakchott. Oui, oui, absolument. C'est la radio. Radio Mauritanie. Radio Mauritanie. Non, je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai dit il faut connaître l'histoire, il faut se l'approprier. Le livre que j'ai fait avec d'autres et a pour objectif cette appropriation de l'histoire. Et il me paraît important qu'il y a une des réflexions. Il s'appelle le professeur là, Baba Elémine. Il a entrepris une réflexion justement sur ce qui symbolise. On doit avoir des lieux qui symbolisent notre histoire, nos valeurs exactes. Et malheureusement, ce n'est pas dans les mentalités. Ce n'est pas dans les mentalités, ni dans les mentalités de ceux qui dirigent, ni dans les mentalités du citoyen lambda. Et c'est très dommage. C'est dommage que la première maison que Mokhtar Ould Daddah habitait soit maintenant abandonnée. Oui, elle existe toujours, mais elle a tellement été déformée, tellement... oui, mais enfin, c'est comme ça. Et bon, enfin, je ne peux pas aller plus loin. Pourquoi vous n'allez pas plus loin? J'en ai déjà pas mal dit. Je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Turkia Dada, ça s'agit avec les années. Mais il ne lui revient pas de développer une mentalité nouvelle. Elle a contribué, elle a fait ce qu'elle a pu en formant justement des cadres, mais maintenant elle est âgée. Et voilà. Et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Oui. Dites, je voulais juste un dernier mot. Quelquefois, j'ai dit, j'aurais bien, si c'était possible, me rajeunir. Parce que je n'ai pas le tempérament et le comportement que j'ai actuellement. Parce que quand je suis en opposition contre Ould Daddah, j'ai abandonné, j'ai laissé ça aux hommes. Donc, j'ai rejoint, comme tu l'as dit, le Parti du Peuple. Mais ce qu'il y a, c'est que les 19, c'était une alarme. 1966. 1966. Le mois, je crois que ça doit être février. Moi, j'ai voulu faire partie des 19. Mon jumeau, mon frère de lait, Demba Seck, m'a dit, hey. Vous aviez voulu signer le manifeste? Oui, signer le manifeste. Mais attends, Kadia, parlons peu et parlons bien. Moi, je suis arrivée en Mauritanie en 62. Oui. J'ai été accueillie aussi par une délégation, ce n'était pas le Conseil supérieur, mais une délégation des femmes avec Betham Denou, etc. À l'époque d'ailleurs, où Mariam Dada jouait un très grand rôle auquel il faut rendre hommage. Elle est à l'origine de beaucoup de choses qui concernent la promotion de la femme. Quand je suis venue à Nouakchott, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas de parti. Donc je n'étais d'aucun parti, parce que c'était le Parti du Peuple qui allait naître. Il n'était pas encore né. Moi, quand j'ai dit que j'ai été d'accord avec les 19, j'ai eu une histoire d'ailleurs, parce qu'ils m'ont dit, ceux qui étaient à l'opposition m'ont dit, il faut amener les femmes se plaindre auprès de Mokhtar Ould Daddah. Il est très tendre, il va avoir pitié d'elle et il va trouver une solution pour leur mari. J'avais une petite de cheveux jaunes. Elles se sont regroupées chez un certain Ibrahim Abba. Sa femme s'appelait Thérèse, une Malienne. Je les prends dans ma voiture. Je vais sur la présidence. Les gardes qui étaient à la porte, c'est peut-être des gendarmes. Au lieu de me dire où est-ce que tu vas, ils me saluaient seulement. Il y en a même un qui criait « Kan ya Allah ». Je monte, je les installe dans le hall et nous savons que dans ce hall, Dada allait passer. Mais il les a bien reçus. Il les a réconfortés. Et je crois que d'ailleurs, elles ont dû recevoir quelque chose. Alors on a dit, on va protester pour les 19, on va aller à la grève. J'étais gréviste, j'étais suspendue,
pendant quelques temps. Et après, on a été amnistié, rétabli. Makhtar nous a fait excuser. Donc, moi, je n'ai pas été à l'opposition. Je me pose qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas et c'est quelque chose qui me plaît. Donc, l'opposition au parti du peuple mauritanien, je n'ai pas été à l'opposition. J'étais déjà acquise pour... N'oubliez pas que c'est vous qui avez dit on ne parle pas politique. Donc moi je voulais juste que... Non, alors je me suis arrêtée là, je ne peux pas ne pas citer Mariam Dada. Quand j'ai été nommée ministre, j'ai dit c'est votre ministère. C'est à cause de vous que j'ai quitté le village. Adjarama Seydi Kane. Merci. Adjarama. Adjarama, Amin. Merci beaucoup Hassan d'avoir accepté ma invitation. Mon problème, c'est que le français et le wolof ont raboté ma langue maternelle, qui était Pulaar et Hassani. Ne l'acceptez pas. Au terme de cette émission, je remercie mes deux invités, Mme Aïssata Kane, d'avoir accepté de se déplacer et de nous honorer de sa présence. Je vous remercie également. Je vous remercie beaucoup, Mme Turkia Dada, d'avoir accepté mon invitation et surtout de nous avoir reçus dans ce cadre agréable, entouré de ces livres qui sont l'histoire de notre pays. Merci à vous de nous regarder jusqu'à cette heure tardive de la nuit. Les débats du Sahel continuent sur Facebook.